Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la classe de spécialité de première. Alors cette vidéo est en fait une nouvelle version d'une vidéo que j'avais précédemment postée sur le mouvement d'un système. On va aborder tout d'abord la notion cinématique de ce mouvement, c'est-à-dire la description sans en étudier les causes. Prenons l'exemple de ce ballon de basket. Eh bien, si on veut étudier le mouvement, il va falloir connaître ces différentes positions qui nous permettront d'accéder à la trajectoire, déterminer la vitesse et éventuellement la variation de vitesse donc, de cet objet au cours du temps. Pour pouvoir définir ces grandeurs, on a besoin de fixer certains points de repère et notamment un objet par rapport auquel on va étudier le mouvement, ici le panneau de basket, qui lui-même est fixe par rapport à la Terre, donc en fait le référentiel ici utilisé, c'est le référentiel terrestre. On a besoin d'un repère d'espace qui va nous permettre d'accéder à des coordonnées donc, du ballon au cours du temps, et je parle du temps, donc il faut fixer évidemment un repère de temps, c'est-à-dire fixer la date t égale 0 à partir de laquelle on va étudier le mouvement. Quand on parle du mouvement du ballon, en fait, on ne va pas s'intéresser au mouvement global, total du ballon, mais le mouvement d'un de ces points, pour simplifier l'étude, parce que le ballon peut avoir un mouvement de rotation sur lui-même, en plus d'avoir un mouvement par rapport au référentiel, et donc ici, on ne va s'intéresser qu'au mouvement d'un point bien particulier. Alors évidemment, il est judicieusement choisi, on va prendre le centre de gravité qu'on appelle le centre de masse, et donc, dans le cas du ballon, c'est le centre, donc repéré ici par la lettre M. Ça peut être G pour centre de gravité, ça peut être B pour ballon, peu importe le nom qu'on va donner à ce point. Voilà les choses qui sont fixées. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étude proprement dite, l'étude cinématique avec la détermination de la vitesse. La vitesse, vous le savez, exprime la variation de la position au cours du temps. Donc si on s'intéresse à ce mouvement chronoponctué qui est représenté ici, comment faire pour déterminer la vitesse en un point donné, donc un point MI. Évidemment, si on veut représenter cette vitesse, vous le savez, elle va être caractérisée par une direction, un sens, une norme et un point d'application. Autrement dit, on la représente par un vecteur. Alors, commençons par la direction. Eh bien, la direction, c'est la tangente à la trajectoire en un point. Le sens, c'est le sens du mouvement, indiqué ici par la flèche, ou bien la numérotation des points nous donne évidemment le sens du mouvement. Concernant la norme, eh bien là il faut calculer la valeur de la vitesse au point considéré. Pour cela, on fait une approximation dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on va considérer la distance parcourue entre le point qui nous intéresse, le point MI, et le point d'après, MI plus 1, on a donc une distance, et on va diviser par la durée qui s'est écoulée entre ces deux instants, cette durée donc TI plus 1 moins TI, qu'on note aussi delta T, et delta T donc est constant pour les différents points ici, hein, l'intervalle de temps est toujours le même dans ce genre de document chronoponctué. Enfin, le point d'application, c'est-à-dire le point duquel on va tracer le vecteur vitesse, eh bien c'est le point MI considéré. Prenons un exemple dans le cadre de droite qui est ici, si l'on veut déterminer la vitesse au point M2, c'est-à-dire la vitesse qui part d'ici. Je vais déterminer la distance qu'il y a entre le point M2 et le point M3 et diviser ça par la durée de parcours. Sauf que, évidemment, les documents que vous aurez à exploiter sont en général pas à l'échelle. Vous avez ici une indication d'échelle, donc 1 mètre, eh bien ça correspond à un certain nombre de centimètres sur votre feuille. Ceci est donc l'échelle des distances. Et maintenant, si on veut déterminer la vraie distance M2, M3 parcourue, eh bien on va mesurer à la règle cette distance M2, M3 et on va tenir compte de l'échelle qui est ici pour trouver la vraie distance M2, M3. Donc on fait un produit en croix et on trouve dans cet exemple-là une distance de 0,76 mètres, ce qui me permet maintenant de déterminer donc la vitesse au point M2, la distance parcourue 0,76 divisé par la durée 0,20 secondes, j'obtiens 3,8 mètres par seconde. Je peux ainsi tracer le vecteur vitesse au point M2 à condition d'avoir une nouvelle échelle qui va faire le lien entre une distance sur la feuille, donc exprimée en centimètres,
et une valeur de vitesse qui, elle, est en mètres par seconde. Compte tenu de la valeur trouvée ici, 3,8 mètres par seconde, une échelle simple à utiliser, c'est 1 cm sur la feuille représente 1 mètre par seconde. Donc le vecteur au point M2 aura une longueur de 3,8 cm. Alors comment tracer la bonne direction qu'on a vu ici, qui est donc la tangente à la trajectoire, sachant que la trajectoire n'est pas tracée ici, eh bien on va virtuellement, comme vous le voyez sur les pointillés, relier les points qui entourent, qui encadrent le point M2 qui m'intéresse, donc M1, M3, et le vecteur donc V au point M2, qu'on appelle aussi V2 parfois, eh bien va avoir une direction qui est parallèle à cette ligne pointillée. Donc voilà le vecteur au point 2 avec une longueur de 3,8 cm comme indiqué précédemment. Alors maintenant, qu'en est-il de la variation de la vitesse? Reprenons donc un document chronoponctué. Vous voyez apparaître là deux vecteurs V3 et V4. Ces deux vecteurs ne sont pas identiques. La vitesse a donc varié. On peut donc déterminer la variation de la vitesse. Reprenons l'échelle, la même que tout à l'heure, 1 cm pour 1 mètre par seconde. Donc si je mesure à la règle combien fait le vecteur V3, ça me fait un certain nombre de centimètres qui, compte tenu de l'échelle, me donne donc 7,1 mètres par seconde. Je procède de la même manière pour le vecteur V4 et je vais maintenant pouvoir déterminer le vecteur variation de vitesse qui, par définition, se détermine ainsi, c'est la vitesse après le point qui m'intéresse moins la vitesse au point qui m'intéresse. Delta VI, VI plus 1 moins VI. Donc une variation, c'est bien une différence. Mais attention, on a déterminé ici la valeur de chacune des deux vitesses. Il ne faudrait pas croire, et on va le démontrer, que le vecteur delta V a une longueur de 7,4 moins 7,1, autrement dit 0,3 mètres par seconde. Ça, c'est pas bon dans cette situation-là, et on va donc le prouver graphiquement. Comment déterminer le vecteur delta V ici? Donc là, ce qui m'intéresse, bien sûr, dans l'exemple proposé, c'est delta V3, qui est donc obtenu en faisant V4 moins V3. Vous savez graphiquement construire la somme de vecteurs. Là, c'est pas une somme, c'est une soustraction, mais finalement, c'est pas très différent. V4 moins V3, ça n'est autre chose que V4 plus moins V3. Donc, à l'extrémité du vecteur V4, qui est ici, je vais ajouter le vecteur moins V3, comme vous pouvez le voir ici. Donc, V4 moins V3, je suis parti de ce point, V4, et j'arrive en ce point ici. Je suis parti de là pour arriver là. Voilà en rouge le vecteur V4 moins V3. Et ce vecteur, donc delta V3, je vais ensuite le reporter sur le point judicieusement choisi, le point qui m'intéresse, c'est-à-dire le point M3. Voilà le vecteur delta V3, qui n'est autre qu'une vitesse, une variation de vitesse s'arrête une vitesse. Donc, si je le mesure à la règle, ce vecteur-là, compte tenu de l'échelle des vitesses qui est écrite juste au-dessus, eh bien, je vais trouver la norme du vecteur delta V3 qui fait ici 1,7 cm. Et donc la norme de delta V3, 1,7 mètres par seconde, ce qui ne fait pas 0,3 comme on aurait pu trop rapidement l'imaginer en voyant ces deux valeurs. Donc attention, lorsque les vecteurs ne sont pas collinéaires, on est obligé de construire graphiquement le vecteur delta V pour en déduire la norme. Lorsque les vecteurs sont collinéaires, c'est un petit peu plus facile, on le verra dans des exemples que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Maintenant qu'on a fait l'étude cinématique, on va pouvoir passer à l'étude dynamique qui nous amène vers une loi fondamentale qui s'appelle la deuxième loi de Newton. L'étude dynamique, c'est faire le lien entre le mouvement qu'on a étudié et les causes du mouvement. Alors, quelles sont les causes? Quelle est l'origine du mouvement? Bien sûr, ce sont les forces qui vont mettre en mouvement l'objet, et non pas seulement une force, mais la somme de toutes les forces qu'on appelle la résultante des forces. Donc voici comment on écrit cette résultante avec la lettre sigma majuscule qui symbolise somme. Donc là, on a bien somme des forces. Et on va étudier deux situations possibles. La plus simple d'entre elles, qu'advient-il si la somme des forces
est égal au vecteur nul. Ça signifie que le système est isolé ou pseudo-isolé. Pseudo-isolé, c'est lorsqu'en fait on a plusieurs forces, mais que celles-ci se compensent les unes les autres de manière à ce que la somme soit nulle. Isolé, c'est quand il n'y a aucune force. Eh bien, puisque l'ensemble des forces s'annulent les unes les autres, il ne va y avoir aucun effet sur le mouvement du système. Autrement dit, sa variation de vitesse va être nulle. Alors, variation de vitesse nulle, ça a deux conséquences. Si l'objet, au départ, était immobile, eh bien, rien ne va changer, il va rester immobile. Si maintenant l'objet est en mouvement et qu'il subit des forces qui se compensent, eh bien son mouvement ne va pas être modifié en termes de direction et en termes de vitesse. Donc, s'il n'y a pas de modification de direction, on a un mouvement rectiligne, et si la vitesse n'est pas modifiée, on a un mouvement qui est uniforme. Eh bien, ce que vous voyez apparaître n'est autre que ce que vous avez vu l'année dernière sous le nom de principe de l'inertie. Deuxième situation, et c'est celle-là qu'on va plus étudier dans les exemples, que se passe-t-il si, cette fois, la somme des forces n'est pas égale au vecteur nul? Eh bien, ça va avoir un impact, un effet sur le vecteur variation de vitesse, qui du coup va être non nul lui aussi. Alors prenons un exemple particulier, celui d'une chute libre avec une vitesse initiale. Donc ce graphique a été obtenu à l'aide d'un programme Python qui nous a permis donc de tracer le vecteur delta v, variation de vitesse, en différents points, avec la même méthode donc qu'on a vu précédemment. Mais évidemment là, c'est reproductible beaucoup plus rapidement en observant donc ce vecteur delta v sur un très grand nombre de points ici. On peut admettre sans trop d'erreur que ce vecteur delta v est environ constant. Alors le vecteur delta v, c'est la variation de la vitesse, mais évidemment, qui dit variation de vitesse peut aussi nous amener à réfléchir à en combien de temps. Donc là, la durée qui s'écoule entre deux points étant toujours la même, le delta t étant toujours le même, je peux également conclure que le vecteur delta v sur delta t est lui aussi constant. Alors c'est pas la même constante, mais c'est aussi une constante. Donc je peux analyser ces caractéristiques de ce vecteur delta v sur delta t. On voit que globalement, il est vertical, son sens est vers le bas, et graphiquement, si on mesurait le vecteur delta v, on pourrait obtenir donc sa valeur en mètres par seconde. En divisant par la valeur de delta t, j'obtiens ainsi une valeur qui va être en mètres par seconde divisé par des secondes, autrement dit des mètres secondes moins 2. Et l'expérience montre bien, que la norme vaut environ 10 mètres secondes moins 2. Eh bien, ces trois caractéristiques se trouvent être exactement les mêmes que celles du vecteur g, qui est donc le champ de pesanteur terrestre, vertical vers le bas, avec une norme qui vaut donc 9,8, qui est donc proche de ce 10 que l'on a déterminé expérimentalement. Donc là, dans le cas d'une chute libre, on a prouvé qu'il y avait égalité entre la variation de vitesse au cours du temps, delta v sur delta t, et le vecteur champ de pesanteur g. Continuons dans l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire la chute libre? Une chute libre, c'est une chute au cours de laquelle une seule force intervient, le poids, c'est-à-dire la force exercée par la Terre. Donc, si on fait la résultante des forces, elle se résume à une seule des forces, P, et vous savez que le poids P est égal à M fois G, G qui est donc le champ de pesanteur. Et on vient de démontrer sur la page précédente que G était égal à delta V sur delta T. Si je réunis toutes ces égalités qui sont ici, j'arrive donc à la somme des forces qui est égale à P soit mg, soit m delta V sur delta T. Eh bien ceci, somme des forces, donc résultante des forces, est égale à la masse du système fois le vecteur delta V sur delta T, constitue ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton, ou plus précisément une version approchée de cette deuxième loi de Newton. La version définitive, ça sera pour l'année prochaine, et ce principe est connu aussi sous le nom de principe fondamental de la dynamique. L'adjectif fondamental, il veut bien dire ce qu'il veut dire, et vous verrez dans les exercices que c'est cette loi qui nous permettra de résoudre
la plupart des exercices parce qu'elle met en jeu, en fait, à gauche, somme des forces, c'est la cause du mouvement, avec à droite la variation du vecteur vitesse, qui est donc l'issue de la cinématique, de l'étude cinématique, qui est la conséquence. Vous avez ici une relation qui fait le lien entre la cause et les conséquences du mouvement, d'où son caractère fondamental. Donc je vais poster très vite une vidéo avec quelques exercices pour illustrer cette deuxième loi de Newton. À très vite.